Voilà. Merci de la présentation. Donc je vais vous parler, on a vu là maintenant un petit peu finalement des bons cas, des taux cumulés, etc. Et vous avez vu, donc on a pu déjà discuter que parfois les taux vous paraissaient discutables ou pas tout à fait suffisants. Et donc c'est effectivement quelque chose qui est un peu dans l'air du temps depuis quelques années. Certains pensent que les taux de succès en France sont peut-être pas tout à fait suffisants. Et donc, on a voulu regarder ce qui se passait, non seulement en France, mais en comparant les résultats de la France par rapport aux autres pays de l'Europe. Vous savez qu'il existe en Europe une organisation avec l'ECHRE de registres européens pour lesquels on a des résultats tous les ans de tous les pays. On est actuellement à une trentaine de pays. Et simplement, on a un peu de retard puisqu'il faut que ces résultats aient été publiés dans les pays. Et donc, globalement, les derniers résultats qu'on a sur européens et qui ont été présentés à l'ECHRE en juin sont de 2005. Alors, voici tout de suite ce qui se passait en 2005. Vous voyez sur la diapositive que j'ai arrangé les taux de succès par ordre décroissant et que j'ai mis en vert, et il y aura partout, sur toutes les diapositives de cette nature, la France sera représentée en vert, et vous avez en orange simplement les données qui viennent de pays où on avait moins de 500 ponctions. Et donc là, il s'agit pour 2005, pour l'instant, des taux de grossesse par transfert en Europe, et vous voyez que la France se situe à 8 rangs avant la fin, ou environ 20e sur le total, et on a exactement le même classement pour l'ICI, exactement le même. Et on a un classement peut-être encore moins bon d'ailleurs pour les TEC. Ce que vous avez vu aussi sur ces diapos, c'est qu'il y a une très grande variabilité et que le taux de grossesse en FIV, il varie de 18 à presque 50%, en ICSI, presque la même variation, et en TEC de la même manière. Et donc, vous avez vu aussi ce qu'on a dit sur le classement de la France. Donc, les questions que l'on peut se poser quand on voit ces résultats, c'est premièrement, est-ce qu'on est vraiment plus mauvais? Et donc, pour analyser ces questions, finalement, il y a au moins quatre questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on parle des mêmes grossesses ou non? Est-ce que les données des registres que l'on a viennent de registres qui sont de qualité équivalente ou non? Est-ce que, au-delà des registres, est-ce que les patientes elles-mêmes dans les pays sont les mêmes entre les différents pays ou sont différentes? Et enfin, vous verrez sur deux diapositives qui montrent un peu l'évolution que l'on observe en France depuis quelques années. J'ai fait tout l'exposé ensuite en regroupant la FIV et l'ICSI, parce que vous voyez sur cette diapositive que les résultats au niveau européen entre la FIV et l'ICSI se répartissent sur une ligne parfaitement droite de corrélation entre les deux. Le premier problème, donc, la première question, c'est est-ce qu'on parle de la même chose? Et vous savez que normalement, enfin, quand on parle en termes de grossesse clinique, en France, on l'a longtemps défini comme étant un dosage supérieur à 1008 ou une traduction échographique. Normalement, on a des définitions internationales qui ont été publiées il y a 2 ans dans Fertility Human Reproduction et qui demandent qu'il y ait une traduction échographique. Mais on a une petite incertitude, et vous allez voir peut-être même une grosse incertitude, sur la manière dont ces définitions sont respectées dans les différents pays. Et on se demande aussi, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas des grossesses biochimiques ou avec un dosage nettement inférieur à 1000 qui sont comptées comme grossesses. Voici cette diapo, donc. Vous voyez que c'est vrai qu'il n'y a pas apparemment de corrélation réelle entre le taux de grossesse et le taux de fausse couche. Seulement, vous voyez aussi que le taux de fausse couche, il varie entre 5% et 40%, suivant les pays. Et ça montre bien qu'il y a certainement d'énormes différences à la manière dont on rapporte les grossesses, même au niveau d'un registre européen dans lequel, théoriquement, tout le monde a la même définition. Alors donc, la solution, c'est de parler en termes de naissance. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours toutes les données pour parler en termes de naissance, mais quand on regarde en termes de naissance par ponction, eh bien vous voyez à ce moment-là que la position de la France a tendance à remonter un peu et qu'elle se situe exactement dans la moyenne des pays européens. Donc, ces définitions, la conclusion sur cette première partie sur les définitions montre que probablement la définition qu'on devrait retenir partout n'est pas la même, que donc probablement on ne parle pas complètement de la même chose quand on compare des différents pays.
On a une action au niveau de l'Europe et au niveau du monde pour essayer de promouvoir encore plus l'utilisation d'un langage commun, de définition commune, mais on voit qu'il y a encore du travail à faire dessus. Deuxième question, c'est qu'en est-il de la qualité des registres? Et là, j'ai regardé 3 points. Est-ce qu'il y a une relation entre les effectifs des registres, entre l'exhaustivité des registres, ou le type, et le taux de grossesse? La première idée, c'est que peut-être qu'effectivement, dans les pays où on fait peu de cas, on a une variabilité plus importante ou un taux différent. Et vous voyez sur cette diapositive qu'en fait, quand on regarde la corrélation entre le nombre de ponctions par pays qui est sur la courbe bleue et le taux de grossesse, le taux d'accouchement par ponction, puisque là maintenant on parle en termes d'accouchement, le taux d'accouchement par ponction dans ces pays, vous voyez qu'on a une courbe relativement plate, on n'a pas de vraie corrélation, donc c'est pas les pays, il n'y a pas une différence en fonction de l'importance du nombre de tentatives. Quand on regarde maintenant, on sait aussi que les registres ne sont pas équivalents. Il y a des registres qui sont à peu près exhaustifs et il y a des registres qui ne le sont pas. Et en Europe, il y avait 11 registres qui étaient exhaustifs et 14 qui ne l'étaient pas. Et ce que vous voyez sur là-dessus, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que les registres qui ne sont pas exhaustifs, finalement, c'est les centres les meilleurs qui participent et que donc, c'est eux qui font que la France est peut-être mal classée parce qu'ils tirent vers le haut. Et en fait, quand on regroupe leurs données, c'est assez faux puisque vous voyez que les registres non exhaustifs ont publié plutôt des résultats légèrement inférieurs aux registres exhaustifs. Il n'y avait pas non plus, si on regarde la dernière ligne, il n'y avait pas non plus de différence, je ne vais pas montrer la diapo, suivant que l'enregistrement de ces registres est fait de manière cycle par cycle, comme c'est fait en France, en Angleterre ou en Allemagne, ou est fait sur des résumés d'activités, comme c'est fait dans beaucoup d'autres pays. Troisième question, maintenant, qu'en est-il des populations traitées? Et donc, on va regarder quelle est la fréquence de l'AMP dans les populations suivant les différents pays et sa relation avec le taux de grossesse, quelle est la place relative de la FIV et de l'insémination, l'âge des patientes et la durée d'infécondité. Premier élément, le taux de naissance par ponction en fonction du nombre de millions, enfin du nombre de cycles par million de femmes de 20 à 40 ans. Et vous voyez que globalement, eh bien, quand on a une courbe qui montre que moins on a de cycles par million de femmes de 20 à 40 ans, moins on a de résultats. C'est donc probablement dans les pays où on fait beaucoup plus de cycles par nombre d'habitants ou par femme en âge de procréer, on traite certainement des femmes un petit peu moins infertiles que les autres. Quand on regarde maintenant par rapport à l'insémination, et vous voyez, j'ai mis en jaune les 3 pays dans lesquels on a beaucoup d'insémination, et ensuite on a donc environ 50% d'insémination, un peu plus de 50% d'insémination par rapport à l'ensemble des AMP. Et donc vous voyez que dans ces pays, finalement, les taux de grossesse sont plutôt légèrement inférieurs aux pays dans lesquels on a beaucoup moins d'insémination. On a, par exemple, en Norvège, on a 15% simplement d'insémination. Vous voyez que le résultat est assez différent en termes de naissance. On a donc tendance à penser que dans un certain nombre de pays, on arrive plus vite à la FIV qu'en France, où on fait beaucoup d'insémination. Et il y a un pays qui est un petit peu différent que le Danemark, qui a le même nombre d'inséminations. Simplement, les données que j'ai du Danemark, mais qui ne sont pas publiées, auraient tendance à montrer que dans ce pays, on ne fait quasiment pas, ou on fait très peu, de cycles de stimulation hors insémination. Donc il y a toute cette partie de cycle qui est avant l'arrivée à la FIV et qui est certainement très différente suivant les pays et qui peut expliquer que dans certains pays où on attend beaucoup, on peut avoir des résultats un peu plus faibles que dans d'autres où on arrive très vite à la FIV. Donc ça montre exactement la même chose par rapport aux femmes, par rapport à l'âge des femmes. Vous voyez que plus on a des femmes âgées et finalement moins on a de grossesse. Quand on regarde maintenant par rapport à la durée d'infécondité, alors la durée d'infécondité n'est pas rapportée dans le registre européen. Donc on a regardé simplement des données publiées dans la littérature.
Et vous voyez que, par exemple, en Suède, aux Pays-Bas ou en Belgique, la moyenne de durée d'infécondité était de 3 ans et demi, alors que dans FIVNAS, la moyenne de durée d'infécondité est proche de 5 ans. Et donc, là aussi, c'est probablement une raison pour laquelle les populations ne sont pas comparables et peut-être qu'on ne traite pas donc les mêmes femmes. La pratique de l'AMP maintenant. Le taux d'annulation d'abord. Alors le taux d'annulation, on va y passer rapidement parce qu'en fait, c'est une variable qui est extrêmement mal répertoriée dans les centres souvent, à l'intérieur des pays et dans l'Europe ou dans le monde. On a beaucoup de données d'annulation qui sont très douteuses. Quand on a 3 à 4 ou 5% d'annulation sur un pays, on peut se demander si les annulations sont bien répertoriées. Alors maintenant, en fonction, l'autre possibilité théorique d'augmenter le taux de grossesse, ce serait d'augmenter, on pensait avant, d'augmenter le nombre d'embryons transférés. Eh bien là, curieusement, on a regardé les transferts de 1 à 2 embryons, et vous voyez que dans les pays où on fait beaucoup de transferts de 1 à 2 embryons, on a plutôt des taux de grossesse plus élevés que dans les pays où on en fait moins. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu lié aussi à des différences d'âge et de durée d'infécondité ou d'autres facteurs, mais quand même ce n'est pas le fait d'augmenter le nombre d'embryons qui augmente le taux de grossesse, comme on le voit sur cette diapo. Aussi, vous voyez que les pays qui font beaucoup d'embryons, qui transfèrent beaucoup d'embryons, ne sont pas associés à des taux de grossesse plus élevés. Et là il n'y a aucune relation significative entre le pourcentage de transfert de 3-4 embryons et le taux de grossesse dans un pays. En revanche, quand juste une diapo sur les multiples, pour montrer que quand on transfère beaucoup d'embryons, on a une corrélation extrêmement forte avec le taux de grossesse multiple. Vous voyez que le taux de grossesse multiple est en jaune sur cette figure et qu'il diminue de manière totalement corrélée à la moyenne du nombre d'embryons transférés. Et là-dessus, la France, vous voyez, se situe à peu près au milieu. Alors, maintenant, qu'en est-il des problèmes de décongélation, de congélation et décongélation? Quand on regarde le taux de naissance par ponction en cycle frais et le taux de décongélation en Europe, on n'a pas de relation du tout entre ces deux taux. En revanche, quand on va regarder le taux cumulatif de naissance en regroupant les naissances fraîches et les naissances après transfert congelé, vous voyez que là, au contraire, on a évidemment une augmentation du taux de grossesse en fonction du taux d'accouchement, en fonction du pourcentage de TEC. Et quand on regarde le taux de naissance par cycle frais et le taux cumulatif par ponction, on a une très grosse corrélation, mais vous voyez qu'il y a deux pays qui sont un petit peu différents, là, qui sont la Finlande et la Suisse, dont le point jaune est nettement au-dessus des autres. Et ce sont des pays dans lesquels on fait beaucoup de congélation, et notamment en Suisse où on congèle beaucoup de PN. Dans les analyses multivariées, ce qui apparaissait finalement significatif, c'était les problèmes d'âge. Et en revanche, il n'y avait pas de relation avec quand on prend en compte l'âge dans ces pays, on n'avait pas de relation avec le nombre d'embryons transférés, ni le taux d'annulation, ni le taux de transfert d'embryons congelés. Seul restait, en termes de taux de naissance par ponction, l'âge. Et en taux cumulé par naissance, restait significatif l'âge, bien sûr, mais aussi le taux de TEC. Donc plus on a de TEC dans un pays, et plus on a un taux cumulatif qui est élevé. Dernier point, l'évolution récente en France. Ça, ce sont des données qui viennent donc de l'Agence de la biomédecine. Et vous voyez sur ces données que, par exemple, en FIV, orexie et en intraconjugal, on voit que le nombre de ponctions pour FIV a légèrement diminué, alors que le nombre de grossesses a augmenté. Et vous voyez qu'en termes de taux d'accouchement par ponction, on est passé de 16,4 en 2003, encore 17 en 2005, à presque 19 en 2006. Et on a exactement la même allure de courbe pour les ICSI, où on est passé de 18% en 2003 à 20% en 2006. Donc on voit qu'il y a eu en France aussi une amélioration du taux moyen dans le pays. En conclusion, donc on observe, vous l'avez bien vu, des différences majeures pour le taux de grossesse entre les différents pays, différences qui s'atténuent un peu, mais qui restent très importantes pour le taux d'accouchement, de naissance par ponction. Donc on voit bien qu'il y a un premier aspect qui est un mauvais respect des définitions, mais on voit bien aussi qu'il y a des pratiques générales qui sont différentes. On voit qu'il y a un taux de grossesse par cycle qui est plus élevé
par cycle frais qui est plus élevé dans les pays où la population est plus jeune, dans les pays où le nombre de cycles par femme de 20 à 40 ans est plus élevé, et quand l'AMP intervient plus tôt, donc on voit bien que plus on a des patientes entre guillemets moins infertiles, ou que dans les pays dans lesquels on arrive tardivement à la FIV par rapport à l'infertilité, on a plutôt des taux inférieurs. En revanche, le taux de grossesse est peu modifié par le nombre d'embryons transférés ni par le taux d'annulation. Le taux de grossesse cumulé est aussi, on l'a vu, très nettement lié au taux de décongélation. La France se situe au milieu du peloton pour les naissances, ce qui n'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais on a vu qu'il y avait des différences d'attitude générale. Le problème, c'est de savoir si ces différences expliquent tout ou non, ce qui n'est pas extrêmement simple. On voit aussi qu'on a une évolution très nettement favorable en France, puisqu'on a augmenté de 2% en moyenne sur les 3 dernières années. Et pour la conclusion finale, je dirais qu'il y a un certain nombre d'évidences quand on regarde ces résultats, et que quand on veut comparer des pays, c'est clair que tous les pays n'ont pas la même prise en charge de l'infertilité. Il est clair que les couples candidats à la FIV ou l'ICSI ne sont pas partout les mêmes, que l'AMP, par ailleurs, et aussi, c'est une question qu'on s'est posée aussi, est gratuite en France, donc on y a accès beaucoup plus facilement que dans beaucoup d'autres pays, mais que une des questions qui se pose, c'est que la France ne dispose peut-être pas, on dispose peut-être pas en France de moyens aussi importants que dans les pays où les gens payent eux-mêmes. Bon, c'est une discussion qu'on peut avoir et qui pose d'autres problèmes de santé publique. Mais c'est vrai que dans les pays où les patients payent, où le coût de l'AMP est beaucoup plus élevé, peut-être que les gens ont des moyens plus importants que ce qu'on peut avoir encore en France. Je vous remercie.